Eva Joly, bonjour. Bonjour. Pascal Canfin, bonjour. Bonjour. Vous vous battez, Eva Joly, sur cette question des paradis fiscaux depuis longtemps, très longtemps, bien avant que le sujet ne devienne à la mode et soit inscrit au programme des G8 et des G20. Un certain nombre d'annonces ont été faites, un certain nombre de mesures ont été prises. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Voyons ça déjà, Eva Joly. Oui, le fait que Est-ce qu'il y a des progrès? le fait que ça soit à l'ordre du jour, c'est une bonne chose. C'est le fait que on travaille sur le secret bancaire est une bonne chose. Ce que nous disons, c'est que c'est totalement insuffisant. Et nous avons fait une lettre ouverte à Michel Pébreau parce que la BNP a fait une publicité sur la fermeture de leurs filiales dans les paradis fiscaux. Ils l'ont annoncé effectivement il y a une dizaine de Voilà, jours. et cela est totalement inexact. L'activité, le business as usual, continue. Pascal Canfin, votre lecture, je dirais en termes strictement politiques, du chemin qui a été fait sur la question des paradis fiscaux et de celui qui reste à faire? Celui qui a été fait, c'est intéressant parce que ce sujet n'était absolument pas à l'ordre du jour depuis 10 ans. Il y a une première offensive à la fin des années 90. Bush aux États-Unis a tout gelé et il ne se passait plus rien. Là, il se passe quelque chose. Le problème, c'est qu'on est en train de rater la fenêtre de tir. Et il y a une forme de responsabilité quand même du gouvernement français en la matière parce que juste avant le G20, le ministre Eric Woerth a fait le tour d'Europe en hélicoptère de certains paradis fiscaux. Il est allé à Monaco, il est allé à Andorre, il est allé à San Marin Pour signer des conventions. de façon à diminuer la pression politique qui, juste avant le G20, aurait pu être très forte sur les paradis fiscaux. Et il a diminué et il a permis à Nicolas Sarkozy d'avoir cette phrase extraordinaire de dire les paradis fiscaux, c'est terminé. Et donc, on a de fait organisé la diminution de la pression politique exercée sur les paradis fiscaux, alors que les paradis fiscaux, on signe pour sortir de la fameuse liste de l'OCDE qui les nomme, qui les dénonce en quelque sorte. Ils ont signé des conventions entre eux. Monaco a signé une convention avec Andorre, le Liechtenstein avec le Luxembourg, etc. Et donc, on est dans la situation absurde où on a diminué la pression politique au moment où, au contraire, il fallait la renforcer. Et en plus, on a effectivement des déclarations de la BNP Paribas, qu'on dénonce dans Libération ce matin, qui sont à la limite du mensonge, puisque la BNP Paribas va fermer 6 filiales dans les paradis fiscaux sur 189. Alors, on va venir à cet aspect des choses et aux accusations que vous formulez à l'encontre de BNP Paribas. Mais juste un mot, qu'on vous comprenne bien. Vous dites Eric Woerth a fait le tour d'Europe en hélicoptère d'un certain nombre de paradis fiscaux pour signer des conventions. Il aurait été préférable, d'après vous, de ne pas signer ces conventions ou je ne comprends pas bien l'argument, ou de faire du chantage à la signature? C'est pas du chantage. À partir du moment où vous voulez mettre la pression politique pour aller un cran plus loin, la meilleure façon, c'est d'arriver au G20 et de dire aux paradis fiscaux, vous n'avez pas signé les conventions, vous êtes toujours sur la liste de l'OCDE, donc on va augmenter la pression qu'on fait peser sur vous. Pour échapper à cette liste, les paradis fiscaux n'ont pas signé des conventions avec les grands pays qui collectent des impôts et qui donc souffrent de l'évasion fiscale, mais ils ont signé des conventions entre eux. C'est donc en quelque sorte, excusez-moi l'expression, mais c'est une forme de doigt d'honneur au G20, en disant vous voulez qu'on fasse des conventions, très bien, on les fait entre nous. Bon, c'est ridicule. Donc là, l'objectif politique, c'était clairement de remettre la pression. Et malheureusement, on a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Ça prouve bien, à mon avis, qu'il n'y a pas de vraie volonté politique de lutter efficacement contre les paradis fiscaux. Eva Joly. Et surtout, les conventions de l'OCDE ne règlent pas le problème parce qu'elles ne s'occupent pas des structures juridiques dans les paradis fiscaux qui permettent de cacher l'identité des véritables bénéficiaires des fonds. Ils sont même une partie du problème. Les multinationales ont des filiales fictives dans les paradis fiscaux où il n'y a aucune activité et c'est ces filiales fictives qui permettent de piller les pays en voie de développement. Et cette question-là n'est pas traitée parce que l'OCDE n'a pas le souci des pays en voie de développement, c'est un club des pays riches et donc ces structures avantagent les pays riches. Alors juste une question, vous avez l'un comme l'autre reconnu tout de même un certain nombre de progrès, vous les voyez où hein? Que les termes du débat soient très clairs. Vous les voyez où par exemple, Pascal Canfin, qu'est-ce qui a bougé positivement ces derniers mois? Par exemple, jusqu'à présent, lorsque le fisc français voulait récupérer une adresse
pour faire un contrôle sur un contribuable qui était soupçonné d'évasion fiscale, il devait donner la quasi-totalité des informations. Donc il fallait en quelque sorte qu'il donne la preuve qu'il y avait un problème, alors que par définition, comme on est dans l'évasion fiscale, il ne peut pas la donner. Et donc aucun cas n'avançait. Il y a une convention signée avec la Suisse qui dit que dorénavant, il sera possible pour le fisc français de demander moins d'informations, d'avoir moins d'informations et de les obtenir quand même de la part de la Suisse. Sauf que la Suisse, qui a une pression politique, elle a signé cette convention et maintenant elle est en train de revenir en arrière parce que justement elle sent que la pression politique, la fenêtre de tir est en train de se refermer, la pression diminue et donc elle est en train de dire oui Serge j'ai signé ça, mais l'interprétation que j'en fais c'est la suivante et on est en train de revenir exactement au statu quo. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'écran de fumée qui s'appuie sur quelques bases réelles, bien évidemment, sauf que c'est une question de pression politique. Il y a eu pendant 6 mois une véritable pression politique, elle n'existe plus. Et donc là, vous pensez que la fenêtre d'opportunité, en quelque sorte, est en train de se refermer? Je le crains. Pascal Canfin, vous le craignez tous les deux. Alors, vous avez parlé, et vous publiez ce matin effectivement une tribune dans Libération qui interpelle vigoureusement BNP Paribas, qui a annoncé qu'elle fermait cette banque qui a annoncé qu'elle fermait un certain nombre de ses succursales dans les paradis fiscaux. Le président de la République, dans la longue interview qu'il a donnée au Figaro la semaine dernière, a dit que les banques ont répondu à nos attentes, donc c'est lui qui parle, et deviennent exemplaires. À vous lire, ça n'est pas le cas, Eva Joly? Ils font toujours de la gestion de fortune, ils proposent toujours à leurs clients de créer des trusts dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire probablement des structures qui permettent de ne pas payer les droits de succession, de ne pas payer d'impôts sur les revenus. Et c'est en toute connaissance de cause que ces structures sont proposées. Donc, le travail dans les paradis fiscaux ne sont absolument pas terminés. Vous savez, le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est une institution de Bercy, évalue le manque à gagner pour les recettes fiscales pour l'État français chaque année en raison de l'évasion fiscale à 20 milliards d'euros. Donc si les paradis fiscaux c'est terminé, on va récupérer ces 20 milliards d'euros. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'on les ait. 20 milliards d'euros, c'est 20 fois le coût du RSA. C'est exactement le budget qu'il faut pour lutter contre la faim dans le monde chaque année. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas marginal. Des choses sur très importantes. Et bizarrement, on n'a pas vu ces milliards d'euros. Pourquoi? Tout simplement parce que la situation réelle, derrière encore une fois l'écran de fumée, n'a pas changé. Je veux dire, les îles Caïmans existent toujours. Il y a toujours 21 filiales de la BNP aux îles Caïmans, alors que c'est un micro-territoire. Il y a toujours 300 000 sociétés enregistrées aux îles Vierges. Les îles Vierges, c'est 150 km², 300 000 sociétés. Ça existe toujours, ça n'a pas changé cette réalité-là. Mais alors, à quoi ça sert précisément, d'un strict point de vue économique, d'avoir 300 000 sociétés à tel endroit, 15 000 filiales bancaires à tel autre Quelle est l'utilité exacte de la chose, qu'on comprenne bien? Économiquement, aucune. Ce sont des structures juridiques fictives qui permettent de se soustraire à ces obligations déclaratives. Ça permet aux multinationales d'avoir une activité fictive et de minorer artificiellement la base d'imposition dans les pays où ils opèrent réellement. Donc c'est de l'évasion fiscale pure et simple. C'est de l'évasion fiscale et particulièrement au détriment des pays en voie de développement. Alors, dans la tribune que vous consacrez ce matin à BNP Paribas dans le quotidien Libération, je tiens d'ailleurs à préciser que nous avons cherché par tous les moyens à avoir au micro de France Inter ce matin un responsable de BNP Paribas, mais l'invitation a été déclinée à de nombreuses reprises. Et excusez l'immoralité de ma question, mais au fond, vous reprochez à une banque de faire son travail de banquier. Son travail de banquier, c'est de financer l'économie. Faire gagner de l'argent à ceux qui placent de l'argent dans leur banque. Son travail, c'est de financer l'économie. Oui, effectivement. Oui. Alors le problème, c'est... Je pense qu'on reviendra peut-être dans les questions avec les auditeurs sur la question des profits bancaires. Vous avez en ce moment une discussion entre l'Assemblée nationale en France et le gouvernement pour surtaxer les profits bancaires. Ces profits aujourd'hui sont illégitimes. Ils sont illégitimes parce qu'ils relèvent de deux causes. La première, c'est qu'ils ont joué sur le différentiel de taux d'intérêt entre la Banque centrale européenne qui a diminué considérablement ses taux pendant la crise, quasiment à zéro, et eux, les banques ont continué de demander un taux d'intérêt important. Ce qui fait qu'ils ont augmenté
augmenté leurs marges. Ils ont donc eu un comportement prédateur sur l'économie. Ils ont capté une rente alors que la Banque Centrale Européenne donnait de l'argent gratuitement. Et donc, c'est pas absolument pas faire son métier. Au contraire, aujourd'hui, les banques ne servent pas l'économie réelle, elles desservent l'économie réelle. Et le deuxième élément, c'est qu'elles ont continué avec cet argent offert gratuitement, elles l'ont pas investi dans l'économie réelle, elles l'ont investi dans les produits financiers. Pourquoi on a une explosion des indices boursiers aujourd'hui? C'est parce qu'on a eu des liquidités qui sont arrivées sur les marchés financiers, les prix des actifs financiers ont augmenté et on a de nouveau une bulle financière qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on rejoue le même jeu qu'il y a 2-3 ans. Les banques n'ont absolument rien compris et c'est pour ça qu'on continue de les attaquer. C'est notre rôle citoyen.